Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi vraiment crucial concernant la façon dont on perçoit et dont on comprend la victimologie dans notre société. Alors oui, c'est un sujet délicat, c'est vrai, un sujet qui est souvent relégué dans l'ombre, mais dont l'importance exige qu'on s'y arrête sérieusement. En fait, notre époque est indéniablement marquée par une sorte de blocage quand il s'agit d'aborder la question des hommes battus. L'idée de cette analyse, c'est absolument pas de minimiser les autres souffrances, mais plutôt d'élargir notre compréhension collective, tout simplement en regardant les données en face. Allez, c'est parti pour mettre la lumière sur une réalité bien trop ignorée. Au programme aujourd'hui, on va suivre un parcours assez clair. On commence par ce fameux tabou sociétal, ensuite on parlera du rôle des lanceurs d'alerte, on ira voir les vrais chiffres, la mécanique de l'emprise, le cas glaçant de Maxime Gaget, et enfin comment tout ça doit devenir un vrai problème public. Plongeons tout de suite dans notre première partie. Un tabou sociétal ou comment affronter nos angles morts. Parce qu'il faut se l'avouer, on a tendance à s'accrocher à des stéréotypes de genre hyper rigides sur les violences domestiques. Et ce contraste saute carrément aux yeux ici. D'un côté, on a ces stéréotypes très ancrés et souvent renforcés par une certaine surmédiatisation qui veut que la violence domestique ne touche que les femmes. Et de l'autre côté, on a la vraie vie. Une réalité qui évolue et qui nous montre que les violences envers les hommes sont de plus en plus fréquentes. Mais le hic, c'est que le problème reste terriblement stigmatisé. Les normes sociales nous rabâchent l'idée qu'un homme, c'est forcément l'agresseur, jamais la victime. Et ça complique énormément la reconnaissance d'une justice adaptée. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point. Les lanceurs d'alerte, ceux qui brisent enfin le silence et font bouger les lignes. Il est primordial de souligner le rôle d'associations comme Stop Homme Battu ou SOS Homme Battu. En fait, il faut vraiment les définir comme de véritables sonneurs d'alerte. Quand les médias traditionnels regardent un peu ailleurs, ce sont eux, ces collectifs ou ces thérapeutes, qui tirent la sonnette d'alarme sur des sujets hyper tabous mais d'une gravité absolue. Ils mettent en lumière des préjudices sociétaux qu'on ne veut pas voir, et surtout ils se battent pour des victimes masculines qui, sans eux, n'auraient littéralement aucun soutien. Et pour bien comprendre l'ampleur de la chose, passons à notre troisième partie, la réalité en chiffres. Car face aux statistiques, les stéréotypes finissent toujours par s'effondrer. Regardez un peu ce chiffre, 100 000. Selon Pascal Combès, en 2024, c'est le nombre ahurissant d'hommes qui déclarent avoir subi au moins une violence physique ou sexuelle au sein de leur couple. C'est une statistique officielle et ça vient totalement pulvériser l'idée que ce serait juste un phénomène à la marge. Mais le plus fou dans tout ça, c'est ce pourcentage. 30%. En gros, près d'un tiers des hommes victimes ne portent jamais plainte. Jamais. Et la question, c'est pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont totalement paralysés par la peur qu'on se moque d'eux. Cette réticence est liée au vieux cliché de la masculinité toxique qui impose aux hommes de se taire plutôt que de risquer de perdre la face en public. Ce tableau est juste implacable. Il confirme que cette crise, en plus d'être silencieuse, est d'une sévérité extrême et parfois même fatale. On parle quand même d'estimations allant de 600 à 800 hommes poussés au suicide à cause des violences conjugales. L'étude du ministère de l'Intérieur rapportait 28 hommes tués par leur partenaire rien qu'en 2018. Et pour couronner le tout, un rapport très récent de novembre 2024 révèle une hausse de 10% des victimes globales de violences en 2023. Bref, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça nous pousse à explorer la quatrième partie, l'emprise et l'invisible. Parce qu'au-delà des coups, il y a des chaînes psychologiques beaucoup plus dures à prouver. La violence, c'est pas toujours physique, loin de là. C'est souvent ultra vicieux et invisible. On parle de critiques constantes, de contrôle des comptes en banque au centime près, d'une manipulation émotionnelle extrême. C'est ce qu'on appelle la violence symbolique. Toutes ces méthodes dépouillent carrément la victime de son libre arbitre et l'enferment dans une dynamique d'emprise. Et le pire, c'est que rassembler des preuves pour ce genre de choses, c'est un véritable cauchemar. D'ailleurs, les mots sont des armes redoutables. Les agresseurs adorent utiliser ces termes spécifiquement et masculins. T'es mou, t'es qu'un incapable. En fait, rabaisser l'autre en permanence, c'est une technique pour imposer la soumission. C'est insidieux parce que ça attaque directement l'identité et l'estime de soi de la personne. Pour bien se rendre compte de tout ça, passons à notre cinquième point, le cas de Maxime Gaget. On va mettre un visage humain derrière tous ces chiffres abstraits. Le parcours de Maxime, c'est littéralement glaçant. Imaginez vivre pendant 16 mois comme un esclave, contraint de dormir par terre, puis carrément enfermé à double tour dans un cagibi, sans toilette et sans nourriture. L'horreur totale. Heureusement, en 2023, il a publié son livre « Ma compagne, mon bourreau » pour poser des mots sur l'indicible. Tout ça l'a mené jusqu'au procès à Paris où des peines sévères ont été requises. Mais ce parcours montre bien à quel point le chemin vers la justice est long et atrocement douloureux. Et Maxime a eu ce courage immense de prononcer ces mots. La honte profonde d'être passé à tabac par une femme. Ça résume tellement le problème.
Bien au-delà des cicatrices physiques ou du besoin continu de psychothérapie, c'est cette honte paralysante face au regard de la société qui empêche tant de victimes de parler. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie, un problème public, du silence au changement systémique. C'est ici que tout prend son sens. Un problème social et intime est en train et doit absolument devenir un véritable problème public. On le voit bien, ça suit une progression logique. Étape 1, nos fameuses sonneurs d'alerte lèvent le tabou et montrent la réalité. Étape 2, la justice prend le relais en reconnaissant les victimes et en sévissant. Et l'étape 3, la plus décisive, les législateurs s'emparent de la question pour créer des politiques publiques inclusives. C'est la seule façon d'obtenir enfin une reconnaissance légale et sociale pour tout le monde. Au final, on l'a vu, la violence, l'emprise ou la destruction psychologique, ça n'a vraiment pas de genre. L'objectif, c'est de construire une société juste, avec une écoute équitable, sans aucun préjugé. Alors, c'est une vraie question à méditer. Si la justice est véritablement aveugle, comment notre société peut-elle encore laisser des stéréotypes aussi rigides décider de qui a le droit d'être appelé victime? C'est sur cette réflexion qu'on clôture cette analyse. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.